Donc, pour les étiologies ou les causes de l'acidose métabolique, on les classe en deux. On a les causes d'acidose métabolique à trop anionique normale et les causes d'acidose métabolique à trop anionique élevé. Donc, dans le premier cas, trop anionique normal, on trouve les pertes digestives de bicarbonate, il y a les diarrhées, il y a les fistules, il y a l'urétro-sigmoïdostomie. On a les acidoses tubulaires, peuvent être proximales avec une hypocalémie et distales avec hypocalémie. Donc, c'est en rapport avec l'incapacité d'excréter la charge acide, c'est-à-dire les acides éliminés normalement au niveau urinaire, par anomalie de la sécrétion des ions H+. Et on a aussi les distales avec hypercalémie, inhibition de la sécrétion des ions H+, et K+, vu un déficit en aldostérone. Donc, les deuxièmes catégories, c'est l'acidose métabolique avec un taux anionique augmenté supérieur à 16. Donc, il y en a plusieurs. On a l'acidose lactique. Donc, l'anion qu'on retrouve, c'est le lactate. Donc, retrouvé surtout chez les diabétiques traités par les antidiabétiques oraux, les biguanides, en cas d'insuffisance hépatocellulaire, en cas de lyse cellulaire. Et on a l'acidocétose diabétique. Les anions indosés sont surtout les corps cétoniques représentés par le bêta-hydroxybutyrate. Donc, c'est surtout le diabétique, le jeûne prolongé ou la surconsommation de l'alcool. Et on a l'insuffisance rénale. On a les anions retrouvés sont les sulfates, les phosphates et les purates. Donc, c'est automatiquement par défaut d'excrétion de ces acides fixes. Et on a certaines intoxications au cétone, au lactate, au glycolate, au glyoxylate, oxalate, au formate. Donc, ces acides sont produits à l'occasion de la consommation d'aspirine, d'éthylène glycol ou de méthanol. On va voir maintenant les étiologies de l'alcalose métabolique. Donc, alcalose métabolique, le pH il est augmenté, métabolique, donc il y a un problème d'une augmentation de réabsorption accrue des bicarbonates, donc c'est le rein, et la compensation elle se fait automatiquement par le poumon. Donc on trouve des alcaloses métaboliques par perte rénale d'ion H+, avec une déshydratation extracellulaire ou avec une hyperhydratation extracellulaire. Avec déshydratation extracellulaire, suite surtout à l'administration excessive de diurétiques de l'anse d'un lait, tels que le furosémide. Donc, on a les diurétiques de l'anse, surtout la branche ascendante. Il inhibe le cotransporteur du sodium, du potassium et du chlore. Et au niveau du tube distal, il augmente la réabsorption du sodium en échange avec les protons H+, c'est-à-dire on a perte de H+, avec une augmentation de la réabsorption des bicarb, donc l'augmentation de leur concentration plasmatique. En cas d'hyperhydratation extracellulaire, on la voit dans les surcharges en minéralocorticoïdes, c'est-à-dire ça, c'est le cas de certaines endocrinopathies. L'alcalose, elle fait suite à ces surcharges et se maintient par la réabsorption tubulaire distale de sodium en échange de protons H+, avec une perte parallèle de K+, qui stimule encore l'échange rénal sodium-H+. Donc, c'est le cas de l'hyperaldostéronisme primaire ou secondaire, l'hypercortisolisme et le minéralocortisomimétique. On a aussi l'alcalose métabolique dans le déficit en potassium. Donc, dans quel cas on voit ce déficit en potassium? Dans les cas de déplacement des H+, du proton H+, du liquide extracellulaire vers les cellules, sachant qu'on a toujours dit qu'il y a un échange entre le H+, et le K+. S'il y a un déplacement du H+, du liquide extracellulaire vers la cellule, donc c'est l'inverse, c'est le potassium qui va sortir de la cellule vers le milieu extracellulaire. Et le deuxième cas, c'est la sécrétion accrue de H+, par les cellules tubulaires distales déplétées en potassium, c'est-à-dire c'est une perte de potassium puisqu'il y a une sécrétion de H+. Puis toujours cet échange entre ces deux ions.
Enfin, on a l'acidose respiratoire. Acidose respiratoire, donc le pH ici, il est diminué. Respiratoire, donc c'est le poumon qui est atteint, donc c'est la concentration en CO2, la pression partielle en CO2 qui est augmentée. Automatiquement, c'est le rein qui doit compenser par une augmentation de la sécrétion des acides fixes et une augmentation de la réabsorption des bicarbonates. Donc, si je dis le poumon qui est atteint, donc on doit rechercher toutes les étiologies en rapport avec une atteinte pulmonaire de la cage thoracique, de la partie musculaire, la partie nerveuse, le parenchyme pulmonaire proprement dit, avec les bronches. Donc, c'est ce que vous voyez. Donc, on a les étiologies, c'est une diminution des mouvements de la cage thoracique lorsqu'il y a une atteinte de la paroi par des traumatismes. La paroi, c'est ce qu'on veut dire par le volet costal. Une atteinte nerveuse ou musculaire, dans le cas de certaines maladies musculaires, les dystrophies musculaires, la myasthénie, ou la diminution de la surface alvéolaire disponible, telles que les bronchopneumopathies chroniques obstructives par emphysème ou par asthme, les bronchopneumopathies restrictives par fibrose pleurale ou pulmonaire, telles que le pneumothorax, l'œdème aigu du poumon, et la mucoviscidose dans laquelle est retrouvée une dilatation des bronches avec une hypersécrétion bronchique. Donc on a aussi l'hypoventilation par inhibition des centres respiratoires, donc c'est une atteinte centrale, telle que le cas des AVC, une hypotension intracrânienne ou une atteinte bulbaire par les anesthésiques morphiniques, les tranquillisants, les barbituriques ou l'alcool. On peut retrouver ces cas aussi en présence d'air vicié par augmentation du CO2. C'est l'air qu'on retrouve dans certaines caves et grottes. Il y aura aussi l'insuffisance respiratoire aiguë avec hypoxémie aiguë et détresse respiratoire. Donc il est toujours important de distinguer le caractère aigu ou chronique des acidoses respiratoires. Enfin, on a l'alcalose respiratoire. Donc l'alcalose respiratoire, donc dans ce cas, toujours c'est le rein qui est atteint. Et la compensation doit se faire par le poumon. Donc elle est habituellement due à une hyperventilation et parfois un abaissement de la pression partielle en oxygène. Donc on la voit en cas devant une anxiété, une douleur violente, une hyperventilation d'origine centrale. Donc c'est les affections du système nerveux central. Une hyperventilation d'origine hypoxique. On sépare deux types d'hypocapnie hypoxique par l'étude de la saturation en oxygène et de la pression partielle en oxygène. Le plus fréquent est dit anoxémique et il est la conséquence d'une respiration en atmosphère raréfiée. Ça, on le voit surtout lors de séjours en haute altitude. C'est-à-dire, par exemple, on le voit chez les sujets qui font de l'alpinisme ou une diminution des échanges respiratoires par des lésions pulmonaires étendues. Dans les deux cas, la pression partielle en oxygène, elle est très diminuée. Le deuxième mécanisme, il est dit anémique, c'est les cas d'anémie, donc il y a une diminution de la concentration en hémoglobine, donc elle va correspondre à la perte du pouvoir oxyphorique de l'hémoglobine. Donc la pression partielle en oxygène, elle est augmentée, ceci est secondaire à une anémie ou à une intoxication par l'oxyde de carbone.